Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de présentation du Chevrolet Silverado EV LT 2025. Alors, je suis Christian Gagnon et je vais vous parler des places avant ainsi que du tableau de bord. Alors, on peut dire qu'il y a beaucoup d'espace à l'avant puisque le véhicule est immense. Vraiment pas de place pour les jambes, les hanches et vous ne serez pas obligé de faire des compromis pour ceux qui vont être assis aux places arrière puisqu'il y a amplement d'espace pour tous les passagers. Alors, je vais vous montrer de ce pas les sièges avant. C'est des sièges très confortables qui paraissent être en cuir, mais en fait, c'est comme un cuir de synthèse là, que GM appelle Evotex. Alors, mais c'est très souple. C'est surprenant comment ça peut ressembler à du cuir avec des surpiqûres blanches. On a assez de support latéral ici pour le dos, mais on en a un petit peu moins pour les jambes. Les sièges sont à réglage électrique, autant passagers que conducteurs. Alors, c'est ça. C'est ça pour les sièges et vous voyez l'espace qu'il y a. Et pour prendre place, il y a un marchepied et qui est passablement indispensable puisque le véhicule, en plus d'être gros, est très haut. Alors, le marchepied est nécessaire. Pour ce qui est du tableau de bord, eh bien, vous voyez que les écrans sont très miroirs, alors qu'on me voit en train de filmer. Alors, je vais essayer de pas trop être dérangeant avec ma caméra, mais je pense que ça va être pas mal impossible. Alors, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans les véhicules modernes chez GM. Et en plus, le fait qu'il soit électrique, eh bien, ça fait que la technologie est encore plus présente. On peut remarquer le design avec ici de l'espace de rangement devant le passager. Ce qui me déçoit un peu, c'est que le véhicule que j'ai présentement vaut quand même 97 000 $. Alors, on est très près des 100 000 $. Vous allez dépasser allègrement les 100 000 $ avec les taxes et avec quelques options que vous allez pouvoir ajouter. Et on a encore des plastiques durs à la majorité des endroits. Il n'y a pas beaucoup de texture, là. On a ici que c'est des matériaux mous, mais en général, c'est du plastique. Même sur la console, c'est du plastique partout. Je sais qu'à l'origine, c'est plus une camionnette de travail, mais on le vend comme étant intéressant pour une famille aussi. Alors, à près de 100 000 $, je pense qu'on aurait pu s'attendre à des matériaux un peu plus de qualité, même si d'autres journalistes avaient dit qu'il y avait passablement de craquements. Moi, j'en ai pas vraiment entendu. Alors, peut-être que pour 2025, on a un peu amélioré les choses, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de craquement et le véhicule est presque neuf. Comme vous le voyez, il y a 567 km de parcouru depuis sa construction. Alors, le véhicule est neuf et je n'ai pas ressenti de craquement. Est-ce que ça va venir à la longue? Ben, l'avenir va nous le dire. Alors, devant soi, on a un grand écran avec beaucoup de renseignements, un peu personnalisable puisqu'on peut changer la disposition des choses, tout simplement avec un bouton installé au volant. On peut même mettre la carte de Google Maps puisque c'est un tableau de bord entièrement Google Automotive. Alors, beaucoup de dispositions possibles, mais qu'on peut très peu adapter nous-mêmes. Il y a ce carré ici avec les renseignements de trajet. Ça, on peut l'adapter en allant dans les menus dans l'interface centrale. Ça, on peut changer ce qui est affiché là. Moi, évidemment, je veux avoir le kilométrage que j'ai parcouru pendant la semaine ainsi que la consommation d'énergie. Consommation d'énergie qui est assez élevée. Hein. On voit que c'est là, c'est comme l'unité de mesure GM là, qu'on met à 3,2 km par kWh, mais en fait, ça donne 32 kWh au 100 km. Alors, c'est assez haut comme consommation, alors que je n'ai absolument rien fait, que j'étais seul dans le véhicule, je n'ai rien transporté, je n'ai rien tracté.
Alors, c'est quand même assez important comme consommation. Alors, j'aime bien cette configuration d'écran puisque on a à peu près tout ce qu'on veut savoir. On a ici, si j'avais de la musique qui jouait, elle serait affichée ici. J'ai les réglages de la transmission. J'ai ici ma consommation d'énergie instantanée. J'ai ici un petit cadran qui indique lorsque je dépense d'énergie et lorsque je recharge grâce au freinage régénératif. J'ai ici ce qui reste en batterie avec l'affichage qui m'indique le niveau de batterie. J'ai ici l'autonomie restante et j'ai ici un petit logo qui dit que le véhicule est en marche. Alors, je pense que cet affichage-là indique tout. Et ici, on indique aussi les panneaux de limitation de vitesse qui sont lus par la caméra derrière le rétroviseur. Et ici, j'ai la température extérieure. Alors, je pense que cet affichage-là indique pas mal tout ce qu'on veut savoir. À gauche du volant, quelques touches. Le frein à main électronique. Ici, c'est pour activer ou désactiver le suivi des lignes sur la chaussée. On a un bouton pour ouvrir le coffre avant, ce qu'on appelle communément en anglais le frunk. On a ici un autre bouton pour ouvrir le panneau de la caisse de chargement. Et ici, la roulette qui permet d'ajuster l'éclairage des écrans. On a ici également des boutons et un bouton à glissière. Là, évidemment, je ne m'en servirai pas cette semaine, mais je crois que c'est pour mettre les freins d'une remorque qu'on pourrait traîner, puisque ce véhicule a quand même une très bonne capacité de remorquage qu'on reparlera plus tard dans les autres vidéos. On peut enregistrer les réglages du siège du conducteur. On peut aussi, évidemment, pour le verrouillage des portes et les boutons pour les glaces. Pour ce qui est du volant, eh bien, très simple. À gauche, c'est le régulateur de vitesse. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas le bouton qui est ici habituellement pour le Super Cruise, parce que le véhicule n'en est pas équipé. C'est une version LT. De toute façon, habituellement, le Super Cruise est toujours en option. Alors, dans mon véhicule d'essai cette semaine, on n'a pas mis l'option. Dommage, puisque c'est intéressant de le voir fonctionner. Mais on a quand même un régulateur de vitesse adaptatif où on peut ajuster la distance entre le véhicule qui nous précède et nous-mêmes. Alors ça fonctionne très bien. À droite, c'est plus l'audio. Mais en fait, dans le bas, ici, c'est pour changer l'affichage qu'on a devant nous, ce que je vous ai montré tantôt. On a le bouton pour le volant chauffant, ici pour les appels téléphoniques. Et ici, c'est pour changer la source audio. On a ici pour afficher les sources audio et les commandes vocales. Et on a aussi des boutons derrière le volant, ce que je déteste admirablement. Ici, à droite, derrière, c'est le volume audio. Et d'autres boutons ici derrière qui sont pour changer la source, passer de une à l'autre. Et on a aussi une petite manette ici afin de freiner. On peut freiner avec le doigt. Alors, je l'ai essayé un peu. Ça fonctionne très bien, sauf qu'on n'est pas habitué de freiner avec sa main. Alors, je préfère me servir de la conduite à une pédale ou tout simplement d'utiliser la pédale de frein. Ce que vous voyez à droite, c'est le levier de vitesse à l'ancienne, au volant. Alors, vers le haut pour reculer, vers le bas pour avancer. Le parc est ici, au bout. Alors, simple à utiliser. C'est juste que ça nous enlève, comme vous le savez sûrement ici, habituellement, c'est le levier pour les essuie-glaces. Alors, tout est concentré sur ce levier. On a ici, au bout, le lave-vitre. On a, après ça, les essuie-glaces sont sur une roulette qui est ici, qu'on tourne. On a les clignotants qui sont ici. On a aussi les feux de route, les feux de croisement. Alors, vous risquez fort de vous tromper au début, puisque on n'est pas habitué que tout soit concentré sur le même levier. Mais avec le temps, j'imagine qu'on s'habitue. Mais pourquoi changer des choses qui fonctionnent bien, ça, on ne sait pas trop.
Au centre, le grand écran de 17,7 pouces pour le système d'infodivertissement. Il n'y a pas d'Android Auto ni d'Apple CarPlay. GM a décidé que vous n'en aviez pas besoin. Alors ça, c'est un peu dommage et je pense que peut-être à moyen terme, GM va se raviser puisque les gens vraiment aiment avoir Android Auto ou Apple CarPlay puisqu'ils ont tous les réglages qui sont déjà dans leur téléphone. Alors, il y a toutefois moyen d'avoir tout ce qu'on a dans notre téléphone et on peut aller ici. Le GPS par défaut, c'est Google Maps. Alors, je me suis créé un profil. Vous allez tout simplement vous créer un profil et vous allez pouvoir avoir tout ce qu'il y a dans votre téléphone. Alors, moi ici, j'ai les adresses qui sont déjà intégrées à mon téléphone, sont maintenant intégrées à Google Maps. C'est juste qu'ensuite, si je veux avoir, disons, Spotify, là, je vais être obligé de aussi me, me connecter à mon compte Spotify avec mes identifiants. Il faut vraiment faire tout séparément. Alors que si on a Android Auto, par exemple, bien, quand on est branché au système, tout est déjà connecté. On n'a pas besoin de connecter les applications une à une. Alors, si, admettons, je voudrais utiliser Waze, puisqu'en allant sur le Play Store, on pourrait le télécharger. On pourrait télécharger Waze dans le véhicule, mais à ce moment-là, il faudrait aussi que je me connecte à Waze pour avoir mes renseignements qui sont dedans. Alors, c'est plutôt compliqué comme système, alors qu'on aurait pu faire très simple en ayant tout simplement Android Auto ou Apple CarPlay. C'est vraiment quelque chose. J'aime pas ça, dire ça, mais on veut vraiment nous contrôler avec cette façon de nous enlever des fonctions et dire, vous allez utiliser notre système, vous allez vous adapter à notre système. J'ai un peu de difficulté avec ça, alors qu'on a déjà un système qui fonctionne bien quand Android Auto est disponible. Alors, je pense que derrière tout ça, il y a une question d'argent en voulant contrôler les données, mais je trouve ça vraiment dommage qu'on essaie de faire ça. Alors, c'est assez facile d'avoir tous les paramètres disponibles. Si vous appuyez sur paramètres, il y a plein de choses que vous pouvez adapter à votre véhicule. On a aussi des paramètres pour le remorquage, les freins par exemple, ou des choses en rapport avec le remorquage. On a un point d'accès Wi-Fi, évidemment avec un abonnement, mais vous pouvez avoir du Wi-Fi dans votre véhicule pour votre famille, pour vos employés, pour qui vous voulez bien ajouter au système. On a les caméras qui sont ici. Vous voyez, c'est littéralement les caméras de recul. Ici, on a la caméra avant. On a une caméra en plongée qui vous permet de reculer entre les lignes dans un stationnement, puisque le véhicule est assez difficile à stationner, vraiment très gros. Et on a aussi si on veut éviter des obstacles qui sont sur le côté de notre véhicule, on a aussi accès à ces caméras. Alors, ça, c'est très bien. Un peu plus bas, on a les commandes de ventilation qui sont ici, mais ils sont aussi doublés par des boutons pour les fonctions principales. Alors, ça, c'est bien. Si vous voulez ajuster la température, vous pouvez le faire ici avec une molette, mais on peut aussi le faire directement à l'écran. Alors, moi, j'aime bien quand les commandes sont doublées parce que c'est pas vraiment toujours amusant de jouer avec les commandes à l'écran lorsqu'on roule. Pour ce qui est des sièges chauffants, ça, c'est simplement à l'écran. On a les sièges chauffants, les sièges ventilés, 3 niveaux d'intensité dans les 2 cas. Et c'est ça, c'est assez simple à utiliser et les commandes sont doublées. Ici, un peu plus bas, on a un chargeur à induction. Facile à utiliser. J'y ai mis mon téléphone hier, il a chargé très bien. Ça ne charge pas rapidement, mais si vous voulez charger plus rapidement, il y a 2 prises USB-C pour recharger. Il y a ici aussi une prise 12 volts qui est intéressante si vous avez, par exemple, un petit compresseur à y brancher. Au centre, un énorme coffre et très profond.
dans lequel on retrouve une autre prise USB-C et on a aussi de l'éclairage dans le coffre. Alors, c'est intéressant. On a ici, en plus, un autre petit coffre de rangement. On a les deux porte-verres, les porte-gobelets ici. Et en plus, si on pousse ça vers l'arrière, on a un autre coffre en dessous. Alors, c'est plutôt logeable et le coffre se rend beaucoup plus loin ici en dessous. Alors ça, c'est très, très logeable. Et ce deuxième coffre peut être accessible directement sans ouvrir le coffre principal. Alors, vous allez pouvoir y ranger beaucoup de choses et y perdre beaucoup d'objets. Alors, c'est ça. Et puis, un peu plus loin, on a des porte-gobelets, mais c'est les porte-gobelets pour les places arrière. Alors ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo. C'est donc ce qui complète la deuxième vidéo de présentation du Chevrolet Silverado EV LT 2025. C'est pas évident de faire le tour de toutes les fonctions, puisqu'avec l'électronique, il y en a beaucoup. J'espère que ça vous a aidé à comprendre votre véhicule ou votre futur véhicule. Alors, commentez, aimez et partagez. Et on se reparle bientôt pour la description des places arrière, de la caisse de chargement ainsi que du coffre avant. Alors, à bientôt!